Consommer mieux, c'est pouvoir choisir. Et c'est plus facile quand on sait ce qui nous va. Côté vêtements, ça se fait presque tout seul. C'est aussi être dans l'actualité, mais de manière responsable. Bienvenue à chacune et à chacun sur ce podcast réalisé durant la Fashion Revolution Week de 2020. Cette émission est pensée en duo avec Elsa Dorsa, chineuse professionnelle, et moi-même, Elsie Pommier, conseillère en images professionnelle. Nous sommes toutes les deux basées à Lyon et investies au sein du comité Fashion Revolution Lyon. Cette semaine, vous avez sûrement dû découvrir pas mal de nouvelles choses à propos de la mode responsable. Peut-être que vos habitudes ont été questionnées, vos émotions chamboulées, et puis des convictions se sont peut-être affirmées aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager tout ça en nous envoyant un mail, en laissant un commentaire. C'est comme ça qu'en tant que professionnels, nous pouvons encore mieux vous accompagner. D'ailleurs, aujourd'hui, nous vous proposons du pratique. Avant d'acheter, de racheter et de repartir comme avant ce confinement, dans ses habitudes habituelles, pourquoi ne pas s'offrir une revisite de sa garde-robe ? Vous vous questionnez sur consommer mieux, côté vêtements, et ça c'est top. Alors, simple rappel, ça se fait pas en une seule fois. Et justement, prendre le temps de transformer sa garde-robe, en faisant ça, on apprend 3 choses. On apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qui nous va. Et puis, c'est aussi apprendre à le faire de manière responsable. De manière responsable, c'est-à-dire juste qui fonctionne dans la durée pour soi-même, selon son mode de vie et pour ceux qui nous entourent. Savoir ce qui nous va. Vous pensez sûrement, en tant que conseillère en image, à ce qui vous va physiquement. Morphologie, silhouette, X, V, s'habiller, etc. Je comprends. Mais j'aimerais d'abord aborder un autre point qui, pour moi et pour mes clients, est la base de tout. Savoir ce qui vous va, c'est savoir ce qui vous va selon vos valeurs. Je questionne toujours mes clients sur leurs valeurs, avant tout accompagnement de conseil en image. Je leur demande à quoi ils tiennent particulièrement. Est-ce le prix, la solidité, la durée, la charge émotionnelle, les couleurs, les matières, les textures, la coupe, bref. Et souvent, en fait, ces valeurs, cette aspiration sont reliées à un engagement éthique. Et dans les engagements éthiques, il y a 4 dynamiques, 4 directions en quelque sorte. La fabrication locale. Alors, il y a un bel engouement sur la fabrication française et c'est bien sympa, ça nous fait revenir des métiers, des savoir-faire techniques super intéressants. Il y a la fabrication en atelier solidaire, que ce soit en France, en Inde, en Chine, au Pérou, dans tout pays du monde. Et ça, c'est aussi super côté social, côté engagement, on va dire humain, humanitaire. Et puis, il y a aussi la matière cultivée de manière responsable pour l'environnement, les travailleurs, les animaux. Et puis la seconde main. Alors, il n'y a pas de meilleure solution. Comme je le dis, si chacun se respecte et respecte sa démarche, ses valeurs, ces 4 pistes se complètent vraiment bien côté économie, emploi et environnement. Mais je vais me concentrer sur cette dernière, la seconde main. Grande tendance de ces 2 dernières années. Et ça ne va pas disparaître. Et ça, c'est top. On peut retrouver plusieurs raisons à consommer seconde main. Le prix, le style, trouver des pièces qui sortent de l'ordinaire, côté pratique, des pièces plutôt ponctuelles, la solidité, la qualité. Donc, avant de passer à mon deuxième point, je vous pose cette question. Quelle valeur vous semble prioritaire pour vous, à votre échelle ?
selon votre situation économique, géographique, professionnelle. Maintenant, je vous invite sur ce deuxième aspect, derrière ce savoir ce qui me va. Ce qui me va du coup physiquement, géométriquement. Je vais prendre un panel de vêtements et vous partager quelques techniques pour le découvrir. L'idée, c'est déjà oser et savoir se regarder devant un miroir. On ne prend pas le temps, alors on voit tous ceux qui le font, beaucoup, et qui le partagent sur les réseaux sociaux, mais pas tout le monde prend le temps de regarder ce qu'un vêtement fait géométriquement. Est-ce que c'est en harmonie avec la géométrie de son corps? Je ne vais pas aller dans les détails, c'est vraiment complexe et c'est pour ça que personnellement je fais un accompagnement individuel parce que chaque corps est différent, chaque façon de se voir est personnelle. Mais je vais prendre juste des coupes basiques et puis ce qui sera dans les tendances de la saison prochaine pour vous donner quelques petites pistes de réflexion. On commence avec les basiques. Le fameux t-shirt. Sur le t-shirt, l'important, c'est le col. Est-ce qu'on va plutôt partir sur un col rond ou un col V? Et bien ça, c'est selon les traits du visage, de votre visage. Regardez la ligne du sourcil, du nez, de la bouche. Est-ce que ce sont des traits plutôt anguleux ou plutôt arrondis? Et bien, restez dans la même harmonie. Vous allez voir, ça va super bien résonner. Ensuite, le jean, la coupe. Et bien, ça, c'est selon la force et les volumes de votre jambe, la longueur de la jambe. Mais avant de parler de ça, s'il vous plaît, petit appel, connaissez votre taille et puis respectez-vous. Ne nous mentons pas et prenons la bonne. Ça sera de toute façon super élégant. Alors, plutôt jambes courtes, moi ce que je vous conseille c'est d'alléger le jean de détails superflus. Évitez l'ourlet sur la cheville et là vous allez gagner en longueur. Puis si vous avez des cuisses plutôt fortes, évitez de les engoncer et d'accentuer le contraste en fait avec la partie la plus fine du bas de la jambe. Restez par exemple dans la même longueur, dans la même largeur. Sinon, vous pouvez le charger en détail avec plus de contraste sur le bas de la jambe, détailler le bas de la jambe pour éviter justement ce fort contraste sur le haut de la jambe et le bas de la jambe plus fin. Troisième pièce assez indémodable, la fameuse chemise. Alors c'est un vêtement assez complexe, mais je voulais juste me poser et me dire et vous inviter sur cet élément, est-ce qu'on la porte à l'intérieur ou à l'extérieur du pantalon? Pour vous, vous voyez et vous savez que vous avez un buste plutôt court, gardez-la à l'extérieur. Qu'elle s'arrête juste au niveau de l'entrejambe, tout au plus, pour garder la longueur de la jambe et la dynamique des jambes. Et puis, si vous voulez gagner plutôt en longueur de jambe, mettez-la à l'intérieur de votre pantalon, jupe, shorts. Et là, vous allez gagner en longueur de jambe. Et si on passait aux tendances? On a tous et toutes entendu ces fameuses manches XXL qui reviennent. Et fort heureusement, c'est pas seulement les épaules et épaulettes des années 80, c'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus fourni, détaillé et il y a de quoi faire, il y a beaucoup. Et juste, je voulais mettre un petit un regard, une attention particulière si vos épaules sont plus larges que vos hanches. Eh bien, c'est une tendance à vraiment s'approprier. Évitez le volume sur l'épaule même et préférez le volume plus bas sur le bras, en fait. Tout simplement.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais après, en audio, c'est compliqué et je m'adresse à un large panel de personnes. Donc, je préfère rester un peu retenue et dans l'introduction pour justement vous introduire à ce questionnement sur qu'est-ce qui me va pas, et s'approprier les tendances. Le short, deuxième pièce assez emblématique qu'on a tous envie de mettre, mais qu'on peut bien mettre aussi à l'intérieur en attendant cette fin de confinement. La longueur, si vous voulez gagner en longueur de jambe, portez-le au-dessus du genou et prêtez attention aux poches. Les poches dans la couture, si vous voulez amoindrir le volume des cuisses, des poches passe-poilées sur les fesses pour alléger aussi s'il y a des volumes, ou bien sinon, voilà, vous pouvez aussi très bien le porter sous le genou, plus loose, avec une fourche, une entrejambe plus basse. Et là, du coup, vous allez alourdir le bas, mais c'est pas obligatoirement négatif. Regardez avec quoi vous l'associez, avec une pièce peut-être plus franche, plus dynamique sur le haut. Dernière grande tendance, le motif tropical ou le crochet aussi. Ce sont des pièces qui sont assez chargées, détaillées, donc à placer sur les parties les moins fortes de la silhouette. Pour terminer ma partie, l'idée c'est de ne pas suivre les tendances sans réfléchir, comme vous l'avez compris, mais de se les approprier, de s'amuser avec. Les marques, elles, ne nous imposent rien. À nous de rester dans une position de choix. Donc, côté pratique, je vous laisse avec cette invitation à tester et approuver ces petits conseils, déjà de revenir et de regarder comment ça résonne entre qui vous êtes, votre corps et le vêtement que vous posez sur vous. Maintenant, je vous laisse avec Elsa qui prend la suite. Bonjour à tous, je suis Elsa et du coup je prends le relais maintenant qu'Elsie nous a donné les quelques clés pour savoir ce qui nous va. Donc je vais aborder 3 points. Ça va être l'analyse des motivations qui nous poussent à acheter, sans faire de cours de commerce, je vous rassure. Analyser notre dressing pour prendre conscience de ce qui nous va. Donc c'est vraiment différent des tricks que vous avez pu faire tout au long du confinement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de posts à ce sujet. Et je finirai par 10 conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans les achats de seconde main ou qui ont déjà acheté du seconde main mais qui n'ont pas été mais qui ont été déçus. Donc l'analyse de l'acte d'achat, j'ai surtout constaté qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles on achetait, mais avant tout je tiens à préciser qu'aujourd'hui on peut acheter des vêtements de seconde main quasiment de façon aussi simple que des vêtements neufs. Vous en trouvez dans tous les dépôts-ventes. Il y a des dépôts-ventes dans toutes les villes de France et même dans quelques villages. Vous avez aussi tous les vide-dressing éphémères comme Violette Sauvage qui sont vraiment connus. Vous avez des friperies, à savoir que les friperies ne vendent pas forcément que du vintage ou des vêtements abîmés. Une friperie peut vendre des produits tout à fait modernes. Vous avez tout ce qui est plateforme d'e-commerce, pareil, il faut avoir en tête que vous avez des sites entre particuliers comme Le Bon Coin, Vinted ou même Ethic comme Ethic to End, mais vous avez aussi des sites professionnels comme Vestiaire Collective, Vide Dressing, etc. Et ensuite, pour les plus téméraires, vous avez tout ce qui est association et vide-grenier. Donc, la première raison qui nous pousse à l'achat, c'est parce que vous en avez réellement besoin et c'est nécessaire à votre quotidien. Ça peut paraître étrange, mais effectivement, on peut avoir besoin d'un vêtement. Pour savoir vraiment si on en a besoin, la première manière, ça peut être de faire le tri dans votre penderie de tous vos vêtements qui sont abîmés et de vous demander pourquoi ils sont abîmés. En général, il y a 2 raisons. Soit ils sont abîmés parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Donc dans ce cas-là, il faut regarder de quelle marque et de quelle matière ils sont. Par exemple, si c'était un jean noir
sous Zara ou H&M et qui s'est très rapidement déchiré, vous regardez le pourcentage d'élastane par exemple, et vous dites ok bon bah il s'est déchiré parce il contient trop d'élastane et du coup c'est une matière qui a tendance à créer, enfin c'est une fibre élastique quoi, donc du coup au bout d'un moment l'élastique ne fait plus son effet. Ça veut pas dire que toutes les marques qui mettent de l'élastane dans leurs jeans, ça va être de la mauvaise qualité en fait. Il faut juste vous dire que ok, bah, ce jean de chez Zara il tient pas, donc j'en rachèterai pas. Et si c'est un jean noir, on va rester sur le jean noir, mais c'est juste que vous l'avez trop porté. Par exemple, bon, ben, moi j'aime Levi's, donc je mets beaucoup de vêtements Levi's. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins de bonne qualité que ce qu'ils faisaient, mais je vais essayer d'en trouver un du coup de seconde main et je vais forcément. Le but est de racheter exactement le même modèle, la même taille, la même couleur, la même coupe, etc. pour pas être déçue. Parce qu'en fait, au début, si je craquais un jean noir, j'avais tendance à racheter un autre jean noir. J'essaye jamais les vêtements que j'achète pour être honnête, donc soit sur des vide-greniers, soit sur internet, et j'arrivais à la maison et hop, ça n'allait pas, et du coup j'en rachetais. En fait, je me retrouvais avec des quantités pas possibles de jeans noirs pour qu'il y en ait zéro qui m'aille, comme le Levi's que j'adore, qui est taille mi-haute, etc. Donc en fait, maintenant je me pose plus de questions. Quand il y a un vêtement, alors surtout pour les pantalons, parce que je trouve que c'est quand même le plus compliqué, qui me va, je rachète quand il s'abîme et qui n'est pas réparable, je rachète exactement le même, de la même matière, de la même couleur. De la même taille, etc. Ensuite, vous allez vous rendre compte, en fait, acheter seconde main, ça nécessite juste de la patience. Parce que on peut pas... prenons exemple, je voulais depuis très longtemps des doudounes, enfin une doudoune Patagonia avec manches et sans manches. Même si c'est une marque qui est minimum engagée, voilà, j'achète que du seconde main. Bah, du coup, je me suis pas dit, vite, je cherche sur tous les sites, est-ce qu'il y a des Patagonia? Il y en a plein sur les sites, et j'aurais pu, du coup, acheter ça dans la semaine, sauf que, bon, bah, j'attendais qu'elle arrive, une doudoune d'une certaine couleur, à un certain prix, et dans la marque. Et en fait, bah, il arrive un moment où on fait un dépôt-vente, où on fait un vide-dressing, et là, bah, la doudoune qu'on veut depuis une petite année est là. Alors des fois c'est un peu hors budget parce que ce mois-ci on a déjà dépensé sur autre chose ou qu'on rentre d'un voyage, etc. Et on se dit ah non mais ça va, on peut pas, etc. Il faut juste savoir que quand c'est du seconde main, des occasions comme ça il y en a pas souvent, et je pars du principe où si on tombe sur cette occasion-là et que c'est quelque chose qu'on voulait réellement, c'est parce que c'est pour nous, et du coup le seul conseil que je vous donne c'est vraiment foncez, achetez-le, parce que vous risquez de ne pas revoir ce produit à ce prix-là, ou de ne pas pouvoir l'essayer, ou de ne pas l'avoir en aussi bonne qualité, en aussi bon état, pardon, etc. Donc vraiment, faites-vous plaisir, allez-y. Et ensuite, la dernière raison, c'est que même quand on achète du seconde main, on peut avoir des coups de cœur, et encore heureusement, parce que c'est des petits achats plaisir. Ce qu'il faut juste prendre conscience, c'est que parfois on a des coups de cœur sur un imprimé, des choses comme ça. Il faut juste en fait que cet achat soit réfléchi et qu'on soit sûr de le porter par la suite. Donc l'analyse du dressing qu'on va faire en fait va vraiment vous aider à ça. Il faut savoir si la matière de cet article, la longueur, la coupe ou la couleur correspond vraiment à toutes nos attentes. Donc pour savoir quelles sont réellement nos attentes, il va falloir procéder à l'analyse du dressing. Donc là c'est assez simple. Pour les plus visuels, je vous recommande de faire un petit tableau à main levée sur une feuille A4. En fait, vous allez prendre les 10 vêtements, ou les 15 vêtements, ça dépend, ou les 5 vêtements, ça dépend de la grandeur de votre dressing, que vous portez le plus, ceux vraiment que vous adorez. Et là, dans le tableau, vous allez noter pourquoi vous l'adorez. Est-ce que c'est parce que vous aimez sa marque et son label, ou ce qu'il représente? Est-ce que c'est parce qu'il est pratique? Il se lave en machine, il n'y a pas de repassage, il sèche vite. Est-ce que c'est parce qu'il est facile à sortir? Clairement, il va avec toutes les affaires de votre dressing et c'est trop cool. Est-ce que c'est parce qu'il est confortable? Est-ce que c'est parce qu'il est increvable, indémodable? Est-ce que vous aimez son originalité ou certains détails qu'il possède? Est-ce que vous aimez la sensation qu'il a sur votre peau? Il est doux, il est soyeux, il y a des vêtements où on est vraiment bien dedans. Est-ce qu'il a une valeur sentimentale, ou est-ce que tout simplement c'est parce qu'il vous met super en valeur et que vous êtes super confiante quand vous l'avez sur vous, que ce soit pour la couleur qu'il a ou pour sa coupe? Une fois que vous avez fait ça, je vous recommande de faire la même chose, mais avec les 10 vêtements, par exemple, que vous portez le moins. Donc là, vous prenez une autre feuille, vous faites un autre tableau, et dans le tableau, il faudra savoir si c'est
parce qu'il n'est pas pratique, donc ça veut dire qu'il va se laver à la main. Pour certaines personnes, c'est vraiment contraignant. Si c'est parce qu'il nécessite de se repasser à chaque fois, ou parce qu'il est très long à sécher, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas facile à sortir, il va vraiment avec rien, vous avez eu un coup de cœur dans le magasin, une fois arrivé chez vous, en fait, il va avec rien qui est dans votre dressing. Il est peut-être pas confortable, peut-être qu'il vous gratte, ou il vous serre au niveau des bras, des aisselles, enfin, il peut être abîmé. Donc dans ce cas-là, quand il est abîmé, on remonte au petit conseil que je vous ai dit juste avant, en fait. Enfin, vous regardez s'il faut le remplacer ou si c'est juste parce que c'était une mauvaise qualité et qu'au final vous ne le mettez pas tant que ça et c'est déchiré très vite. Dans ce cas-là, il faut s'en séparer. Est-ce que c'est parce qu'il est trop basique et que du coup vous sentez trop monsieur, madame, tout le monde à l'intérieur? Est-ce que c'est parce qu'il est démodé? Est-ce que c'est parce que vous l'avez trop vu, vous, et trop porté? Il y a des vêtements qu'on a depuis des années et on a l'impression que tout le monde nous a vu 100 000 fois avec, on n'arrive plus à les mettre alors qu'en fait, on est bien dedans. Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas la sensation sur votre peau? Ou est-ce que c'est parce qu'il vous fait sentir mauvais, vous fait transpirer? Il y a des matières qui nous font vraiment transpirer ou sentir mauvais. Ou parfois, on ne sent pas forcément, mais ça fait des énormes auréoles sous les bras en fonction des couleurs et des matières, c'est assez terrible. Ou est-ce que tout simplement, il ne vous met pas en valeur sa coupe, sa couleur, c'est assez catastrophique. Du coup, j'ai un petit conseil pour les vêtements que vous avez trop vus ou trop portés et qui sont encore en bon état. Souvent, s'ils sont encore dans le dressing, c'est parce qu'on a une certaine affection pour eux. Et du coup, je vous recommande de tous les passer à la machine, même s'ils vous semblent propres, enfin, peu importe à la main s'il y a du cachemire, etc. Même si vous semble propre, en fait, c'est une prévention pour les mythes. Vraiment, il faut être sûr que l'habit est lavé, puisque les mythes viennent dans des habits qui ont déjà été portés et où il resterait des petites cellules de peau morte. Ensuite, vous les rangez dans une caisse. Alors, je vous recommande le plastique, si l'hermétique, c'est encore mieux, mais du plastique, c'est déjà bien, parce qu'en fait, le carton a tendance, au fil du temps, d'attacher un petit peu les vêtements clairs. Ça serait bien de mettre un petit antimite naturel à l'intérieur, donc ça c'est un sachet de sueur de cad ou de cèdre. Après vous avez aussi des bâtons d'antimite en bois qui sont vendus dans les grandes distribs. Vous avez après de l'antimite industriel si vous trouvez pas du naturel ou si vous n'aimez pas ça, parce que ça a une odeur un petit peu forte. Et ensuite cette boîte vous la stockez soit en bas du dressing, soit dans un autre placard, soit dans un garage, peu importe, faut pas que vous voyez ces vêtements pendant un petit moment. Et je suis persuadée que si vous par exemple, c'est souvent nos vêtements d'été qu'on est lassé de voir parce que c'est ceux qui ont le plus de couleurs et le plus d'imprimés et on a tendance à se lasser ça plutôt que se lasser de ça plutôt que d'un pull uni. Par exemple là vous pouvez mettre tous les vêtements de votre collection d'été dans une boîte, donc forcément vous n'allez pas les porter en été 2020. Et je vous recommande d'ouvrir la boîte peut-être en été 2021 voire 2022 et si vous avez passé 2 saisons à pas les mettre, il y a vraiment de fortes chances pour qu'en 2022 vous soyez contente de les revoir, de remettre la main dessus et de les porter. Ensuite, donc une fois que vous avez vos 2 tableaux avec tout ce qui fait que vous aimez le vêtement et tout ce qui fait que vous n'aimez pas le vêtement, vous allez vous rendre compte de choses dont vous n'avez pas forcément pris conscience avant. Vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que vous aimez les vêtements délicats et raffinés, ou pas du tout, que vous avez besoin plutôt d'un vêtement simple, résistant, pratique par rapport à votre rythme de vie, que vous êtes ultra sensible aux histoires des vêtements, que des matières ne vous conviennent pas, que ce soit leur entretien qui ne vous convienne pas. Il y a des matières comme la laine, beaucoup de gens sont sensibles à cette matière. Ils trouvent que ça gratte, ou ils sont, même avec un petit caraco dessous, ils sont pas à l'aise. Par exemple, moi j'adore les manches chauve-souris, mais je peux plus acheter de pull en manche chauve-souris parce qu'en fait dès qu'on met un manteau, ça remonte la manche, etc. Je me sens toute oppressée dans mon manteau et du coup c'est vrai que c'est une coupe par exemple que je vais maintenant plus privilégier sur les vêtements d'été. Je me souviens aussi d'un manteau cap que j'adore, mais sauf que je porte toujours un sac à dos et qu'en fait on peut pas sortir les bras donc le sac tient pas et donc c'est quand même plutôt compliqué. Même si c'est un manteau que je trouve très beau, il va falloir que je le vende parce qu'il s'adapte pas à mon quotidien en fait. Voilà, donc ça c'était pour l'analyse du dressing. Et ensuite on va passer aux petits conseils pour les personnes qui vont acheter du seconde main. Il faut savoir que pour moi, acheter du seconde main, ça veut pas dire acheter un vêtement abîmé où on peut voir qu'il a déjà eu une vie avant. Donc c'est pas parce que j'achète du seconde main que j'ai envie d'acheter un vêtement qui est troué, qui est bouloché ou qui sent déjà mauvais ou des choses comme ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure,
les personnes qui se lancent dans l'achat seconde main, vraiment privilégier les endroits où c'est vendu par des professionnels, c'est-à-dire les dépôts-ventes. Sur certains vide dressing, vous avez des professionnels qui ont des stands. Dans les friperies, ce sont des pros. Après, bon voilà, chacun a son niveau d'exigence, mais vraiment privilégier ces endroits. Sur Lyon, par exemple, un dépôt-vente où une personne a un très bon niveau d'exigence, c'est la Chouette Curieuse. Léonie regarde toujours les articles avec beaucoup d'attention et du coup, vous avez très peu de chances d'être déçus. Si vous commencez tout de suite par acheter du seconde main, par exemple sur Vinted, vous pouvez avoir vraiment des déceptions et c'est compliqué parce que c'est des particuliers qui vendent leurs choses. Elles, vu qu'elles le mettent encore, elles ont l'impression qu'il n'est pas forcément abîmé ou c'est encore portable. Mais on est souvent déçus. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à acheter sur internet parce que je suis quand même régulièrement déçue. J'ai besoin de voir le produit. Alors du coup, les conseils ils vont se diviser en plusieurs parties. Pour les achats que vous allez faire en physique, c'est-à-dire donc pour tout ce qui est fripe, dépôt, vente, vestiaire vide dressing, etc. Le premier réflexe à avoir, du coup, c'est de déplier l'article et de le mettre face à une fenêtre ou si l'endroit est un peu sombre face à la lumière. Parce qu'en fait, s'il y a un petit trou de mythe, un petit trou de cigarette ou un trou pour X raison, la lumière va directement passer et en fait, on le voit immédiatement. Donc, au moins, vous êtes au courant de ce que vous achetez. Après, ça vous dérange pas d'avoir des vêtements avec des petits trous, ça n'engage que vous. Ensuite, si vous achetez un haut, il faut vérifier en premier du coup les aisselles. Surtout au niveau des pulls, des t-shirts, etc. Parce que c'est où c'est où toutes les coutures se rejoignent et souvent ça craque à cet endroit-là. Et pour les pulls, il faut vérifier aussi le bout des manches parce qu'elles ont tendance à traîner et à toucher beaucoup de choses et c'est souvent que les bouts des manches ont des petits trous, qu'elles sont vraiment abîmées. Pour tous les hauts clairs, je vous conseille de vérifier même si c'est un débardeur, du coup, de vérifier au niveau des aisselles, puisqu'il y a souvent des auréoles de transpiration. Et c'est des taches qui ne passent pas forcément en machine. C'est plutôt compliqué à avoir un haut qui a vraiment des taches jaunes, en fait. Donc ça, même si vous achetez ça à un particulier et qui vous dit non mais je vous fais un prix, honnêtement ça sert à rien puisque la tache ne partira pas. Ou vraiment difficilement, vous allez vraiment perdre beaucoup de temps dessus. Ensuite, quand vous achetez des bas, vérifiez l'entrejambe. En fait, beaucoup de personnes, voire toutes les personnes, ont les cuisses qui se touchent. Et du coup, c'est une partie qui s'abîme très rapidement sur les bas. Donc il faut vérifier cet endroit-là. Ensuite, il faut aussi vérifier l'entrejambe. Alors ça va pas être très, très propre ce que je vais raconter, mais c'est souvent sale parce que beaucoup de gens ne lavent pas leurs vêtements avant de les mettre en vente en seconde main. Donc voilà, vérifiez cet endroit-là, et si c'est sale, le bon côté des choses, c'est que là ça part à la machine, mais que tout le monde n'a pas envie d'avoir un pantalon sale dans son sac le temps de rentrer chez soi. Et ensuite, il faut vraiment vérifier le bas du pantalon, bon déjà pour voir s'il n'est pas déchiré comme le même principe que pour les manches, mais c'est surtout qu'énormément de personnes font des ourlets. Et par exemple, vous pouvez acheter un Levi's avec une longueur de jambe 32, peut-être que la personne, elle, aura fait un ourlet et du coup, il vous ira plus. Donc un ourlet, c'est très vite défait, sauf que si l'ourlet est là depuis longtemps, le bas de l'ourlet, en fait, aura un petit peu blanchi, et quand vous allez le défaire, ça va vraiment laisser une ligne tout au long du mollet, et c'est assez disgracieux, en fait. Donc il vaut mieux vérifier ça avant. Ça, c'est pour les achats quand vous avez l'article en main. Ensuite, pour les achats en ligne, la première chose, c'est de connaître votre taille. Ça paraît simple, mais c'est plutôt compliqué puisque toutes les marques taillent différemment et c'est pas parce qu'on fait un M chez Zara qu'on fait un M chez H&M et chez Mango. Par exemple, Mango et Naf Naf taillent plutôt petit. Zara et H&M, je crois qu'ils taillent plutôt grand. Du coup, voilà, il faut vraiment savoir quelle taille on fait dans chaque marque. Après, ce que je préconise aussi, c'est que si vous avez un vêtement qui coûte plutôt cher, c'est d'aller l'essayer en magasin et de savoir exactement quelle taille vous faites. Comme ça, après, une fois que vous le voyez en seconde main, vous savez quelle taille vous avez besoin. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, n'hésitez pas à demander des mesures, en fait. Si vous voulez acheter un t-shirt dans une marque que vous n'avez jamais portée, parce que, par exemple, cette marque est trop chère neuve, que vous n'avez pas le magasin dans votre ville. Par exemple, je pense à Cézanne, qui n'a un magasin que à Paris et qui fait de temps en temps des pop-up stores dans d'autres villes. Voilà, vous avez envie de faire plaisir, d'acheter un t-shirt Cézanne.
et ben en fait vous prenez un t-shirt à vous qui vous va, dont les tailles enfin, vous êtes vraiment à l'aise dedans. Vous le mesurez au niveau des épaules, vous mesurez sa longueur et vous demandez au vendeur s'il peut mesurer le vêtement qu'il vend pour pouvoir le comparer. Il faut faire ça systématiquement aussi, donc avec les pantalons pour vérifier si la personne n'a pas fait d'ourlet et savoir à peu près à quel niveau il va vous arriver. Et il faut aussi faire ça pour tout ce qui est pull en matière cachemire et laine. Quand on a l'habitude, sur les photos, on arrive à savoir quand la laine a été, ou le cachemire a été lavé trop fort et du coup ça a été bouilli, mais quand on n'a pas l'habitude, énormément de personnes vendent des pulls en cachemire qui ont été passés beaucoup trop fort à la machine et que du coup ils aillent chez vous, c'est du excess d'être duel. Alors apparemment il y a des techniques pour pouvoir agrandir le pull, je vous avoue que j'ai pas encore essayé l'expérience, je dois l'essayer dans les mois qui viennent, on va dire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, donc voilà, je vous tiendrai informé. Ensuite, il ne faut pas hésiter à demander des photos supplémentaires, surtout concernant la matière. Moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup de savoir de quelle matière est le vêtement, puisque je ne porte pas du tout de polyester, par exemple. Et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de personnes, donc souvent les étiquettes matière sont pas mises en photo, donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à les demander pour être sûr, parce que la personne peut aussi vous annoncer parfois que c'est du viscose, alors qu'en fait c'est de la soie, alors là c'est tant mieux pour vous, mais dans l'autre cas c'est un peu plus compliqué. Et pour les couleurs, c'est très dur de prendre une photo où les réelles couleurs du produit ressortent. Du coup, il ne faut pas hésiter à demander à la personne de faire une photo un peu moins jolie, mais à la lumière du jour. Et ensuite, il faut, pour certains achats, il vaut mieux se renseigner aussi sur le vendeur, c'est-à-dire juste savoir si cette personne fume chez elle ou si par exemple elle a des chats ou des animaux. Alors je dis pas que les personnes qui fument chez eux et qui ont des animaux ont une mauvaise hygiène. Je dis juste que par exemple pour le cuir ou la fourrure, c'est des matières qui soit ne passent pas au pressing, soit coûtent vraiment cher. Et du coup, un sac un sac en cuir, un manteau en fourrure aura pris cette odeur en fait, et ça va être vraiment compliqué pour vous de réussir à l'enlever. Et même en la laissant dehors pendant plusieurs semaines pour l'aérer, des fois c'est des odeurs qu'on n'arrive pas du tout à enlever. Ensuite, donc ça c'est des conseils maintenant un peu plus généraux, donc je reviens aussi sur les produits en cachemire et en laine. Faire attention aux bouloches. Pour beaucoup de personnes c'est pas important, donc c'est pas signalé non plus dans les annonces. Mais en fait la bouloche c'est le fil qui rend du poil, et si le fil a rendu assez de poil, ben en fait à chaque fois ça le fragilise, et des fois le fil n'a plus de... Enfin, au prochain frottement il va comme craquer en fait, ce qu'il est devenu de plus en plus fin, si je peux dire. Voilà, donc ça faut bien le vérifier. Après, la bouloche en soi c'est pas très grave, hein. Ça peut s'enlever avec un rasoir, il y a des pens spéciaux. Après, il faut juste penser à vérifier les endroits dont on pense pas forcément. L'endroit où on pense tout le temps, ça va être au niveau du bras, parce que nos bras, enfin dessous les bras au niveau des côtes un petit peu, parce que nos bras frottent toute la journée. Faut aussi savoir qu'on porte de plus en plus de sacs à dos, donc faut pas hésiter à regarder au niveau donc des épaules et du bas milieu du dos. Pour toutes les personnes qui portent aussi le sac en bandoulière, vérifier au niveau du côté de la fesse, voir si le pull ou la veste n'a pas trop de bouloches ou s'il n'est pas trop abîmé. Concernant les chaussures, pour ceux qui osent acheter des chaussures d'occasion, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font encore. L'astuce, c'est de vérifier les deux. Ça paraît bête, mais en fait, dans beaucoup de magasins, il n'y en a qu'une qui est exposée pour des raisons de vol. Et du coup, ben voilà, c'est d'avoir vraiment les deux pour voir si l'usure, en fait, c'est faite pareil sur les deux chaussures. Donc ensuite, on vérifie forcément le dessous de la semelle, tout le côté, voir si la semelle se décolle pas, plus la semelle qui est à l'intérieur de la chaussure. On oublie souvent de regarder, et c'est souvent là qu'elle est abîmée. Après, pareil, on peut rajouter une semelle intérieure si vous avez une petite taille en plus dans la chaussure. Le dessous, forcément, chez un cordonnier, ça se répare assez rapidement. Et ensuite, le dernier conseil, ça sera concernant les fermetures éclairs. Alors, si c'est sur une veste, je vous recommande de mettre la veste directement sur vous, de la fermer, parce qu'il y a des fermetures éclairs qui vont se fermer à la verticale, mais une fois que c'est à l'horizontale sur nous, elles ont tendance un petit peu à pas fonctionner. Donc voilà, vérifiez ça, et si elle ferme, voilà, tirez de chaque côté vraiment délicatement pour voir si elle ne se réouvre pas. Vous pouvez faire ça aussi avec les sacs à main, les braguettes de jeans, de pantalon. Quand vous vérifiez, en fait, là,
Enfin, quand vous la fermez, en fait, il faut vérifier que ça force un tout petit peu. Enfin, vous avez l'habitude de fermer. Voilà, parce que s'il y a trop de jeu, en fait, elle va faire que tomber toute la journée. Il y a rien de plus désagréable d'avoir un jean dont la fermeture s'ouvre toute seule toute la journée. J'espère que j'aurai été assez claire et que je vous aurai donné assez de conseils. Dans tous les cas, avec Elsie, on vous retrouve pour un live Instagram à 18h30 ce soir, donc n'hésitez pas. Il faudra se connecter sur mon profil Instagram, donc c'est Elsa Dorsa officiel. Et ensuite, vous pouvez retrouver donc nos 2 articles sur le blog d'Elsie pour sa partie et sur mon blog pour ma partie. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter tout à l'heure. Bonne journée!